Le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-dément. Ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. Le 19 février, je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Pas la campagne, hein, la vie. Je vais vous pourrir la vie. N'exagérez pas, madame. Ce matin ou hier, un grand dérangement mental. Depuis quelque temps, le débat politique semble devenir plus violent et certains s'imposent en spécialistes de l'outrance, voire de l'insulte. Alors pourquoi cette violence correspond-elle à une véritable stratégie politique et qui se positionne sur ce créneau avec quelles conséquences? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, les politiques en tenue de combat. Déshabillons-les. Demain à 22h45 sur Public Sénat. Jeudi à 15h, suivez en direct la séance des questions d'actualité au gouvernement. Pendant 1 heure, les sénateurs interrogent les ministres. À 16h, on refait la séance. Sénatrices, sénateurs et ministres répondront aux questions de Perrine Tarnaud en direct depuis la salle des conférences. Jeudi à 15h, questions d'actualité au gouvernement. À 16h, on refait la séance sur Public Sénat. Marine Le Pen, la présidente du Front National, est l'invitée de Preuve par 3 en association avec l'agence France Presse et Dailymotion. Bonsoir Madame Le Pen, merci d'être avec nous. Vous affichez en cette rentrée vos ambitions en ironisant sur l'obsession que vous êtes devenue, dites-vous, pour l'UMP et pour le Parti Socialiste. Le psychodrame Fillon, votre main tendue sous la forme d'une charte pour les élections municipales, votre banalisation dans l'opinion, alors que le chef de l'État met en garde contre l'abandon des valeurs héritées de notre histoire et des principes fondamentaux de la République. Nous occuperons durant cette émission, durant laquelle me rejoindront Raphaël Hermano de l'agence France Presse et Perrine Tarnaud de Public Sénat. D'abord, le retour apparemment du Nini. L'UMP réaffirme à l'occasion d'un bureau politique qu'il n'est pas question d'appeler à voter pour un candidat FN et vous renvoie à votre extrémisme et votre sectarisme. Que répondez-vous à Fillon-Copé ? D'abord, très objectivement, ça m'intéresse assez peu, je ne vous le cache pas, parce que je pense que les partis politiques concourent à l'expression des différents courants de pensée. Or, j'ai le sentiment que les partis politiques aujourd'hui ne pensent qu'à une chose, c'est comment mettre en place des tactiques politiciennes pour se faire réélire. On ne sait même plus pourquoi ils veulent être réélus d'ailleurs, parce qu'ils ne parlent plus du tout de politique. C'est leur problème, c'est pas le mien. Ça un peu quand même, parce qu'on se dit qu'ils font aussi vos affaires. Ça ne m'intéresse pas pour une raison simple, si vous voulez, c'est qu'ils sont en train de débattre autour d'un mort. C'est le Front républicain. C'est la veillée funèbre du Front républicain. Certains disent à l'UMP... Il n'y a plus de Front républicain. Certains disent que c'est l'UMP qui est morte aujourd'hui. Par exemple, Jean-Louis Borloo l'a dit. Quel jugement vous portez aujourd'hui sur l'UMP? Chacun tire un peu la couverture à lui. M. Borloo rêve de pouvoir profiter d'un petit bout et de vous aussi, l'UMP. peut-être. Hein, mais non, mais moi, j'ai pas besoin de tout cela. Moi, je porte un projet aux Français. Ils sont d'accord avec moi ou ils sont pas d'accord. Ils jugent ceux qui nous ont gouvernés. S'ils jugent que ceux qui nous ont gouvernés n'ont pas répondu à leurs préoccupations, eh bien, ils regardent l'offre qui existe. L'offre qui existe, c'est celle du Front National, dont je pense qu'il correspond dans le projet qu'il veut mettre en œuvre à ce que les Français attendent. Alors nous, les choses sont claires. Nous ne ferons pas d'accord avec l'UMP, nous ne ferons pas d'accord avec le Parti Socialiste. Nous avons, par exemple, pour les municipales, une charte. On en parlera plus tard. Voilà, oui. Nous sommes prêts à accueillir des patriotes de droite et de gauche sur des engagements politiques. Voilà. Et je pense qu'en faisant cela, eh bien, nous remettons un grand P à la politique, là où manifestement ils ne l'écrivent plus qu'avec un petit P. Est-ce que vous estimez remporter une victoire idéologique quand des ténors de l'UMP déplacent à droite, parfois très à droite, leur curseur? Quand on les entend par exemple sur l'immigration, le droit du sol, oui, certaines incontestablement, allocations. Oui. Incontestablement. Vous revendiquez cette victoire idéologique? Mais incontestablement, ce sont des victoires idéologiques, puisque c'est nous qui avons contribué à obliger les partis politiques, pas seulement d'ailleurs de l'UMP, mais également du PS, à venir sur des thématiques telles que le protectionnisme, telles que l'existence de frontières, telles que la maîtrise des flux migratoires. Jusque-là sur les questions économiques. Ils jugent votre programme dangereux sur le plan économique et politique. Oui, j'entendais, vous verrez pendant la
campagne européenne. Ils ne manqueront pas de venir vous parler de l'Europe protectrice, concept tout à fait nouveau dans leur bouche. Ils ne manqueront pas d'évoquer la nécessaire souveraineté de la France, après en avoir vidé totalement le contenu. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que nous serons la force d'attraction, notamment aux européennes, et que vous retrouverez dans la bouche d'un certain nombre, qu'ils soient de droite ou de gauche, des formulations très proches de celles qui sont exprimées par le Front National. On verra. Vous parlez des européennes, vous pensez, et votre objectif est d'arriver en tête ? Oui, c'est notre objectif. Je crois que c'est une hypothèse qui est parfaitement crédible, parce qu'encore une fois, l'UMP et le PS vont avoir la pire des difficultés pendant ces élections européennes, c'est d'essayer de montrer une divergence entre eux. Et pour le scrutin de 2017, est-ce que Nicolas Sarkozy a raison de penser, c'est ce qu'il dit apparemment, qu'il est le seul à pouvoir faire barrage à votre progression ? Je ne sais pas, je ne crois pas que Nicolas Sarkozy reviendra, mais tout ça me paraît loin, et loin dans le temps. 2017, ça paraît loin, c'était le thème de votre discours dimanche à Marseille. Loin dans le temps, mais surtout loin des préoccupations pour l'instant des Français. Non, je crois que vous vous trompez. Le sens de mon discours à Marseille n'était pas 2017, c'était de tracer une perspective politique aux Français, d'arrêter justement de faire de la politique à la petite semaine, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ou dans un mois. C'est une perspective française. Où allons-nous? Voilà ce que je veux montrer aux Français. Et pas qu'est-ce qu'on va négocier dans les 3 mois qui viennent. Alors au soir de votre discours, donc à Marseille, lors de vos universités d'été, François Hollande a rappelé la nécessité de digues pour préserver, a-t-il dit, les principes fondamentaux de la République, hérités de notre histoire. Est-ce qu'avec vous, nous cesserions d'être fiers de nos valeurs, fiers de nous-mêmes, comme le dit François Hollande? Mais tout ça est extrêmement vague. D'ailleurs, jamais de manière précise, ces gens n'expliquent en quoi le Front National se mettrait hors des valeurs de la République. Moi, je suis pour une République une et indivisible. Je suis donc à ce titre contre le communautarisme, contre la discrimination positive. Je suis pour la démocratie, auquel le Front National se soumet avec un grand enthousiasme d'ailleurs en toutes circonstances. Une vraie démocratie, puisque pour la fraternité, par exemple. Je suis bien entendu pour la proportionnelle, et je suis pour le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire la plus aboutie des démocraties. Mais vous avez dit également qu'une fois au pouvoir, eh bien, vous ne ferez pas plaisir à certains. Alors qui doit avoir peur? Eh bien, ceux qui abusent. Voilà, ceux qui abusent du système, ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui violent nos valeurs, ceux qui veulent imposer leur mode de vie aux Français, ceux qui fraudent et qui mettent en danger notre modèle social, ceux qui se comportent comme des rapaces, comme c'est le cas par exemple pour la grande finance et pour la banque. Oui, à ceux-là, effectivement, je l'annonce, je ne le ferai probablement pas plaisir. Mais ça, tous les partis s'accordent à dire qu'il faut combattre les abus, non? On l'entend à droite, à gauche. C'est un discours que l'on entend. Je ne sais pas si on l'entend, mais on ne le voit pas beaucoup. Sauf qu'avec moi, on va le voir. Voilà. C'est-à-dire que j'ai entendu, moi, M. Hollande dire qu'il allait lutter contre la grande finance. J'ai rien vu. Hein. Je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas vu la séparation. Il y a des débuts au niveau européen, reconnaissez-le, pour en tous les cas essayer de mettre un peu de régulation sur les marchés financiers à l'origine de la crise. Bien sûr que non, je ne le reconnais pas. La première des choses à faire était d'ailleurs de séparer les banques de dépôt et des banques d'affaires. En réalité, ça a accouché d'une souris et rien n'a été fait en ce domaine. Alors voilà, encore une fois, moi, je ferai ce pourquoi j'aurais été élu. Alors, à propos de l'Europe, puisqu'on en parle, j'aimerais connaître votre réponse maintenant au président de la Commission, José Manuel Barroso, qui a dénoncé tous les populismes, de gauche comme de droite, a-t-il dit, mais il vous visait, vous qui faites de l'Europe et de l'euro le bouc émissaire. Et il estime que vous proposez des solutions simplistes à des problèmes complexes. Pourquoi est-ce que... Mais M. Barroso, il défend un système que je combats. Par conséquent, c'est pas très étonnant qu'il vienne sur ce terrain-là. C'est quoi le populisme? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. On avait compris que M. Barroso est un adversaire déclaré des peuples. Dans son esprit, c'est manipuler les esprits aussi. Qu'il tient dans le plus grand mépris. C'est si vrai d'ailleurs qu'on n'écoute pas ce que les peuples disent, on les ruine, on les pille, et de surcroît, quand ils s'expriment par référendum, eh bien on se débrouille avec nos serviles élus, députés et sénateurs pour venir contredire la volonté populaire. Donc que M. Barroso soit l'ennemi des peuples, ça ne m'étonne pas. Qu'il attaque à celle qui défend le peuple ne m'étonne pas non plus. Alors, tout ça est dans la droite ligne, sans difficulté, de ce qui se passe depuis
des années. Alors vous avez évoqué les folies des marchés financiers il y a un instant, Marine Le Pen, comme étant à l'origine de la crise. Il y a également l'endettement des pays, ça vous le reconnaissez? L'endettement des pays. Le surendettement. Non, mais 2000 milliards d'euros pour la France, par exemple. Oui, tiens, d'ailleurs, au passage, notre endettement va s'aggraver. Oui. Non, parce que toutes les politiques d'austérité visaient à réduire nos déficits. Non seulement elles ne les réduisent pas, mais comme d'ailleurs c'était prévisible, puisque c'était le cas en Grèce, c'était le cas en Espagne ou au Portugal, cette politique d'austérité, elle aggrave les déficits et donc elle aggrave la dette. Est-ce que les Français savent que sur ces 1950 milliards, parce qu'on va arriver à ça, 95% du PIB en 2014, il y a 1500 milliards d'intérêts que nous avons versés aux banques depuis 1973. Ça, je pense que c'est un peu le nœud gordien sur lequel personne ne veut intervenir. Vous êtes prête à alourdir l'endettement de combien de milliards d'euros, Marine Le Pen, puisque en sortant de l'euro, évidemment, il y aurait une dévaluation, ça coûterait cher à l'État. Non, monsieur, non. Je crois que vous, à chaque fois, d'ailleurs, il y a un pan de notre projet que vous omettez totalement d'indiquer aux Français. C'est que le retour à la monnaie nationale permettrait certes d'avoir une monnaie qui ne soit pas surévaluée comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc chacun s'accorde, même M. Moscovici, c'est pour dire, à dire qu'elle est un désinconvénient majeur à notre compétitivité. Notre monnaie est trop chère pour notre économie. Bon, sur ça, chacun s'accorde à le dire. Mais le retour aux monnaies nationales va permettre aussi de pouvoir remettre la Banque de France dans ses prérogatives et autoriser la Banque de France à prêter au Trésor sans intérêt, plutôt que d'être entre les mains des marchés financiers qui demain... Elle restera aux mains des marchés financiers, donc il faudra rembourser avec une monnaie dévaluée, elle coûtera encore plus cher. Non, monsieur, non, parce que le privé financera le privé et le public financera le public. Or, nous avons dit, nous, lorsque la Banque de France sera rétablie dans ses prérogatives, nous monétiserons la dette, ce qui est un tout petit peu en train d'être fait d'ailleurs au niveau européen. On trouve ça très bien au niveau européen, pas bien au niveau national. Bon, ben moi je dis, si l'un c'est bien, l'autre c'est bien aussi. Nous monétisons 5% du PIB chaque année. Le FMI a dit qu'à 5%, on n'augmente pas l'inflation. Vous dites que le retour aux francs ne coûtera rien à la France? Non, j'ai pas dit que ça coûterait rien. Ça a d'ailleurs été chiffré dans le programme. Ça a été chiffré, je crois, me souvenir, à 4% du PIB. Mais ça va recréer de l'emploi. C'est très lourd. C'est très lourd. Vous ajoutez de l'endettement. Et le chômage, est-ce que vous n'ajoutez pas de l'endettement à l'endettement et de la crise à la crise? Monsieur, moi je veux sortir de cette spirale. Or, aujourd'hui, on ne remboursera jamais la dette. Et vous le savez, et tous nos dirigeants le savent. Et il y a un malheur, c'est qu'aujourd'hui, où nous sommes totalement dépendants des marchés financiers, que va-t-il se passer si les taux d'intérêt montent? Eh bien, si les taux d'intérêt montent, les 20-30 milliards de sacrifices que l'on a demandé aux Français seront rayés d'un simple trait de plume. Je veux sortir de cette spirale-là. Alors certes, il y aura un léger alourdissement, mais un retour des exportations, un retour... Non mais d'accord, mais un retour de l'emploi, parce que moi, monsieur, je veux bien tout ce qu'on veut, mais avec quoi actuellement vous remboursez la dette ? Avec quelle création de richesse? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas d'emploi. Alors, on parle de la justice, si vous voulez, maintenant, avec Christiane Taubira, qui a été sévèrement huée dimanche à Marseille. Vous êtes pour le tout carcéral, ça vous l'avez bien dit, je l'ai bien entendu dans votre discours, on est d'accord. Chaque peine de prison doit être exécutée. Il y en a 100 000 qui ne le sont pas aujourd'hui. Généralement, ce sont des peines de moins de 2 ans. Donc, combien de prisons voulez-vous construire? Urgemment 40 000 places. Parce que 40 000 places de prison, ça nous mettra au niveau de la moyenne des pays européens par rapport à leur population. Urgemment 40 000 places. Oui, bien sûr. Il faut les construire. Aujourd'hui, il y a 60 000 détenus qui sont entassés dans 190 établissements. Vous avez parfaitement raison. Et il y a moyen, de manière assez rapide, de pouvoir... Pour que toutes les peines soient exécutées, il faut plus que doubler, en fait, le nombre d'établissements pénitentiaires. Non, car ce que vous ignorez probablement, c'est que dans ces 100 000 peines, il y a énormément de récidivistes, c'est-à-dire des gens qui ont déjà à leur actif eux-mêmes 3, 4, 5 peines qui ne sont pas exécutées. D'ailleurs, on voit ce que ça peut donner dans le sentiment d'impunité qui, évidemment, se développe à l'égard de ces délinquants. Pour vous, avocate, il n'y a pas d'alternative à l'incarcération? Il peut y avoir des alternatives. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Mais je crois que ça n'est pas Je pense que toute sanction doit être exécutée. Car si la sanction n'est pas exécutée, elle ne remplit pas le rôle que la loi lui donne. Des probations, des alternatives. Il peut y en avoir pour les primo-délinquants, par exemple. Pour les primo-délinquants, une fois, pour les primo-délinquants, on peut envisager, par exemple, un sursis, ça s'appelait.
Bon. Ah bon. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Madame Taubira, ça n'est pas la prison dès la première condamnation. Ça n'est que la suite. Non, c'est la sanction. La sanction, ça n'est que la suite de l'impunité accordée par Madame Dati. Aujourd'hui, le sursis ne sera pas révoqué automatiquement. Ça veut dire qu'on va vous mettre un sursis, puis la prochaine fois que vous venez, vous aurez aussi un sursis, puis la fois d'après, vous aurez encore un sursis. Moyennant quoi, c'est exactement comme si on ne condamnait pas. Qu'avez-vous pensé de la phrase de Jean-Marie Le Pen au sujet du bijoutier de Nice? À sa place, j'aurais fait la même chose. C'est son opinion. C'est pas la vôtre. Non, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans la cour d'assises. Manuel Valls a présenté à Nice des mesures qui sont réclamées par les bijoutiers. Ils se disent plutôt satisfaits. On leur a parlé de la géolocalisation, de la vidéosurveillance, de rondes de police plus fréquentes. Mais le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut du temps, il faut du travail. Pour vous, il y a des recettes miracles? Pas des recettes miracles, mais il y a des recettes, oui. Écoutez, c'est marrant quand même, parce que tous les pays de l'OCDE ont vu baisser leur délinquance et leur criminalité de manière massive. Il n'y a que la France où ça augmente. C'est donc que manifestement les recettes appliquées en France ne sont pas les bonnes et que celles qui sont appliquées dans les pays de l'OCDE sont meilleures. Alors avant d'aborder maintenant votre ambition pour les élections municipales de l'an prochain, pour lesquelles vous lancez des centaines de listes, voyons comment vous y prenez par exemple à Boulogne-sur-Mer, la ville du ministre Frédéric Cuvillier. Avant d'accueillir Raphaël Hermano de l'agence France-Presse, le reportage de Paul Bouffard qui s'est rendu sur place. Vous êtes sur le terrain, bien sûr, faites passer le message. Ce n'est pas une réunion des jeunes militants FN. Non, Antoine Gauliot réunit ses troupes avant la bataille. À 28 ans, cet ingénieur n'a pas de mal à trouver ses 42 colistiers. Avec toi, Jérôme, tu seras un nouveau colistier pour la liste Boulogne-Bleu-Marine. Donc je vais te faire remplir tout de suite ce formulaire d'engagement. Dans une ville ancrée depuis 50 ans à gauche, il est un de ces trentenaires à l'assaut des mairies de France. C'est une réalité, surtout notre électorat a une grande partie de jeunes. D'ailleurs, un dernier sondage montrait que 36% des jeunes voteraient Front National, que ce soit d'ailleurs pour des élections locales ou municipales. Et cette marée de jeunes frontistes n'est pas du goût des opposants. À l'UMP local, c'est un jeune aussi qui s'engage. Mais pour David Dubois, 27 ans, la jeunesse n'excuse pas tout. Le discours radical est toujours là. Aujourd'hui, en ce qui concerne localement, c'est M. Gauliot qui a 28 ans et qui a comme modèle M. Haider. Je ne sais pas si vous connaissez le néo-nazi autrichien. Mettre des jeunes pour mettre des jeunes, c'est pas bon. C'est pas ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, moi, je poserai la question à Marine Le Pen. Si demain, on aura la chance de la croiser, pourquoi avoir mis une tête de liste qui a comme modèle un néo-nazi, à part la provocation? Aux dernières cantonales, Antoine Gauliot se serait déclaré séduit par le style de Jörg Haider. À la mairie, derrière les hauts murs du bastion socialiste, on ne s'inquiète pas plus que ça. Ce ne sont que des jeunes en plein coup de com'. Ils n'ont pas d'espace véritablement, de parole et de tribune. Donc les conseils municipaux vont devenir des tribunes pour ces personnes qui vont avoir là l'occasion de pouvoir en découdre peut-être avec les politiques. Je pense que c'est surtout ça. Donc il faut que tu sois au maximum présent sur les marchés. C'est important que tes électeurs, que les électeurs et les futurs électeurs du Front National te voient sur les marchés. Dans la permanence d'Antoine Gauliot, séance de coaching avec le responsable départemental. On a un secrétaire général à Hénin-Beaumont qui s'appelle Steve Briouat, qui a une expérience, et Marine Le Pen, lorsqu'elle l'a nommé secrétaire général, a voulu de faire d'Hénin-Beaumont, de redupliquer la méthode partout en France. Et bien c'est ce que nous faisons ici. Sur la commune de Boulogne-sur-Mer, aux dernières législatives, le Front National a remporté près de 14% des suffrages. Voilà, Raphaël Hermano de l'AFP nous a rejoint. Marine Le Pen, un mot d'abord sur votre candidat à Boulogne, donc le fait qu'il soit manifestement admiratif de Jörg Haider vous choque? Est-ce que c'est... Ça me choque pas. Jörg Haider est mort. Peut-être qu'il le trouvait beau. Oui, c'est un critère suffisant. Ça peut, ouais. Non, mais ça peut. Et manifestement, on pense à Jörg Haider non pas pour son physique, mais pour ses idées. Oui, ses idées, excusez-moi, mais enfin, il a été au gouvernement, je crois, pendant un assez long moment, sans que ça pose de problème majeur. Raphaël. Marine Le Pen, bonjour. Alors, pour les municipales, en vue d'éventuelles alliances locales, vous proposez un pacte qui rassemble tout un tas de propositions comme, je lis, refuser d'augmenter la fiscalité, agir pour assurer la tranquillité, la sécurité, lutter contre les gaspillages. Est-ce qu'au fond, c'est pas un petit peu fourre-tout ?
Ah non, je crois pas, non. Nous avons 10 points qui sont des points incontournables. Ce n'est pas notre programme municipal, d'ailleurs. Le programme municipal sera rendu public dans une convention municipale qui aura lieu à la mi-novembre, qui sera le démarrage de la campagne. C'est pour des alliances éventuelles. Exactement, ce sont les points que nous considérons comme incontournables. Est-ce que l'arrêt des subventions aux associations communautaristes, c'est fourre-tout? Non. Et pourquoi nous le mettons? Parce que nous voyons que l'UMP et le PS n'ont eu de cesse que de financer les associations communautaristes dans leur ville. Pourquoi nous indiquons... Communautariste, par exemple, l'association des Portugais d'une ville, c'est une association communautariste pour vous? C'est une association communautariste, oui. Donc là, oui, la République n'a pas à financer les associations communautaristes. Nous lui voulons lutter contre le communautarisme, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire que l'association doit disparaître. Ça veut dire qu'elle n'a pas à recevoir d'argent public. Elle doit vivre, somme toute, des adhésions de ses membres. Il faut qu'une association réponde à l'intérêt général et pas à des intérêts particuliers. Le refus de l'augmentation de la fiscalité. Pourquoi nous le mettons? Parce que nous avons vu que dans toutes les villes UMP et PS, la fiscalité locale a explosé. Et donc, d'autres formations politiques le promettent également. Un gel de la fiscalité sur l'ensemble du mandat, vous n'êtes pas les seuls à le proposer. D'accord, monsieur. Mais moi, excusez-moi, mais je regarde un petit peu, je juge aussi un petit peu le maçon au pied du mur, quoi. Je m'aperçois que monsieur Copé nous explique qu'il veut une baisse massive de la fiscalité, mais il voulait mettre la TVA à 24%. Et lorsqu'ils ont été au pouvoir, ils ont créé sous Nicolas Sarkozy plus de 40 taxes et augmenté de 30 milliards, alourdi de 30 milliards la fiscalité. Alors, j'ai tendance à pas le croire. Si on vous pose la question sur ce pacte également, c'est parce qu'on n'y trouve pas les marqueurs, les fondamentaux du Front National. Par exemple, quid de la préférence nationale que vous appelez priorité nationale? Pourquoi elle n'est pas dans ce pacte? Mais elle n'est pas dans ce pacte parce que pour l'instant, elle ne peut pas être mise en œuvre. Elle serait illégale. Et par conséquent, moi, je respecte la loi. Nous voulons mettre en œuvre la priorité nationale, mais nous le ferons en gagnant les élections présidentielles et en gagnant les élections législatives. Est-ce que vous ne risquez pas de décevoir un peu votre électorat? Parce que vous savez bien qu'à l'applaudimètre, notamment dans votre discours, c'était le cas à Marseille. Ce qui marche, c'est aussi quand vous parlez d'immigration, quand vous parlez de la sécurité. On entend scander « on est chez nous ». En matière d'immigration, en matière de sécurité, le maire a très peu de pouvoir. Alors, monsieur, vous me conseillez quoi? De violer la loi? Non, je vous demande en fait, qu'est-ce qui fait l'identité du Front National dans ses programmes municipaux? Est-ce que vous me conseillez de violer la loi? Non. Bon, donc on ne refait pas ce qui a été fait à Vitrolles, par exemple. Il y a des lois qu'on doit changer au niveau national. Tant qu'elles ne sont pas changées, nous sommes respectueux des lois et par conséquent, nous œuvrerons dans la limite des lois de la République qui sont certes extrêmement imparfaites et que nous entendons changer en gagnant les élections présidentielles et législatives. Mais il n'est pas le temps de cela pour l'instant. Donc on ne réitère pas l'expérience qui avait été menée à Vitrolles quand il y a eu une prime de naissance aux mères d'enfants français ou européens? Je crois que c'était un petit peu l'erreur qui a été commise. C'est qu'on a voulu faire de ces villes, par un excès de zèle, une vitrine de la politique nationale, et ça n'est pas le cas. Voilà, les municipales, ce sont les municipales. À chaque élection, ces spécificités. Et oui, effectivement, on ne commettra pas à nouveau cette erreur. Donc le bilan des mairies frontistes, globalement, vous dites que c'était plutôt une erreur. Enfin, on pense à Orange, Toulon. Non, je pense qu'on est très injuste, parce que la réalité, c'est qu'à Toulon, en tout cas sur le plan des finances publiques, la situation s'est beaucoup améliorée. Je vous rappelle encore une fois que Jean-Marie Chevalier a été élu alors que la ville était sous tutelle. Monsieur Arex l'avait ruiné. Bon, quand il est parti, ça s'est amélioré. Mais cette sorte de volonté de faire des laboratoires, si vous voulez, à mon avis, n'était pas une bonne idée. Nous nous en sommes rendus compte. Et puis, il y a quelques personnalités qui ont dépassé la ligne. Mais la différence, et ça peut arriver à tous les mouvements politiques, vous êtes d'accord avec moi, la différence, c'est que nous, on les reprend pas, ces gens-là. Vous voyez, on les met pas ministres, alors que les autres partis politiques ont plutôt tendance à ne pas sanctionner lorsqu'ils ont des élus qui commettent des erreurs. Pour mémoire, Jean-Marie Le Chevalier, il a été condamné pour détournement de fonds publics. Oui, comme M. Hérault, d'ailleurs, qui est actuellement M. Premier ministre et qui a été condamné également lourdement sur le plan pénal, n'est-ce pas? Ça ne l'a pas empêché de devenir Premier ministre. Bah, vous voyez, moi, je ne mettrais pas Jean-Marie Chevalier Premier ministre, si ça peut vous rassurer. La peine a été blanchie, je crois. Pour M. Hérault, la peine a été effacée, je crois. Ah, mais ça n'empêche pas qu'elle a été prononcée. Non, mais il y a eu une suite. Ah bah oui, mais comme tout le monde, au bout d'un moment, voilà. Ça sort du casier judiciaire. Mais il n'a pas été blanchi, loin de là. Il a été condamné définitivement, et puis il a bénéficié, somme toute, de la disparition de cette peine sur son casier judiciaire. Voilà, il fallait le mentionner. Oui, bien sûr. 2014, concrètement, quelle ville espérez-vous remporter? Hénin-Beaumont, bien sûr, mais lesquelles? Forbach avec Florian Philippot, Béziers avec Robert Ménard. Vous misez sur combien de villes et combien de grosses villes? Mais je ne mise pas.
Voilà, je ne mise pas. Vous espérez combien? C'est pas un pari. Chaque ville gagnée est un succès, puisqu'on n'en a pour l'instant aucune. Et je pense que nous pourrions effectivement avoir plus de municipalités que nous n'en avons jamais eu historiquement au Front National. Et puis parallèlement à cela, nous ferons élire des centaines de conseillers municipaux. Vous savez que j'y attache une importance toute particulière, car il s'agit là d'une implantation locale, de cette politique de proximité, cette politique de responsabilité, de preuve aussi que pourront apporter ces conseillers municipaux de leurs compétences, y compris d'ailleurs dans l'opposition, car si nous gagnons Hénin-Beaumont demain, c'est parce que pendant des années, nous avons démontré comme conseillers municipaux d'opposition que nous avions les clés, les solutions et la maîtrise de la gestion d'une municipalité. Il y a une autre ville qui est importante, c'est Marseille. On vous donne 2e pour le moment dans les sondages. Ça veut dire que, en gros, vous allez faire l'élection. Est-ce que vous êtes prête à donner un coup de main à la droite locale ? Mais écoutez, encore une fois, nous verrons tout cela. Si c'est pour donner un mandat supplémentaire à M. Godin, dont nous considérons qu'il a horriblement mal géré cette ville. À quelles conditions alors ? Voilà. Mais vous ne savez pas, vous savez, vous, si c'est M. Godin qui sera candidat, on ne le sait même pas encore. Alors, attendons, ne soyons pas pressés. Tout l'indique. Ce que je trouve étonnant, si vous voulez, dans ces municipales et dans le discours ambiant qui est délivré par les adversaires politiques, c'est qu'ils passent leur vie à dire « Oh là là, le Front National, ils sont nuls en gestion des municipalités, c'est épouvantable, ça va être épouvantable. » Mais s'ils considèrent que ça va être si épouvantable, alors pourquoi mettent-ils autant d'énergie à nous empêcher de gagner? Mais vous présenterez votre charte. Qu'ils nous laissent gagner quelques villes. Vous présenterez votre charte à M. Godin. Et puis comme ça, ils seront tranquilles. Non, la réalité, c'est qu'ils savent pertinemment que nous ferons évidemment nos preuves. Et ce qui les inquiète, c'est que nous soyons en capacité de donner aux Français la preuve que nous serons loyaux, que nous respecterons nos promesses et que nous améliorerons concrètement la situation et la vie des habitants. Mais Marine Le Pen, justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le FN est en mesure de gérer des villes alors qu'il a fait plutôt la preuve par le passé que ce n'était pas le cas? Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Mais encore une fois, parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit que voilà, il y avait peut-être une erreur de stratégie qui a été faite. Aujourd'hui, la situation est différente. Nous sommes aussi peut-être professionnalisés. Nous avons fait un gros travail de terrain, gros travail de formation. Mais ceci, à mon avis, va donner évidemment va donner ses fruits. Et nous pourrons, encore une fois, à partir du moment où nous sommes dans l'axe de changer les choses, mais au niveau des municipalités, eh bien, ne pas commettre quelques erreurs qui ont pu être commises dans le passé. Pour dire peut-être un mot des européennes qui viendront derrière. D'abord, est-ce que vous confirmez que vous-même serez candidate? Oui, bien sûr. Je serai candidate dans ma région. Qu'en est-il de votre père? Il sera candidat en PACA. D'accord. Est-ce que vous envisagez de vous associer avec des souverainistes comme Nicolas Dupont-Aignan? On dit qu'il est allé donner un coup de main à Robert Ménard à Béziers. Nous avons monté le Rassemblement Bleu Marine. Le Rassemblement Bleu Marine, c'est une association qui réunit des mouvements politiques patriotes, qu'ils viennent d'ailleurs de droite ou de gauche. Si M. Dupont-Aignan considère que la situation de la France est si grave et si urgente qu'il faut maintenant fédérer les forces patriotiques et qu'il veut en faire partie, eh bien, il connaît mon numéro de téléphone. On ne comprend pas très bien l'articulation entre le Front National et puis ce rassemblement qui porte votre nom. C'est très simple. Le Front National est un parti politique. Le Rassemblement Bleu Marine est une fédération de partis politiques. Voilà, une fédération pour présenter des listes communes, en quelque sorte, de rassemblement lors des différentes élections. Entièrement dédié à votre personne, donc, puisqu'il porte votre prénom. Non, c'est pas entièrement dédié à ma personne. C'était un clin d'œil qui avait été fait au cantonal. Ça a plutôt bien marché. Les Français s'en sont saisis. Il n'y avait pas de raison, si vous voulez, de leur retirer ce terme-là. Vous inquiétez pas, j'ai pas la tête qui a gonflé. Elle ne menace pas d'exploser. N'ayez aucune inquiétude sur ce sujet. Vous ne pouvez pas succomber au culte de la personnalité. Non, pas du tout. Pas du tout. Aux européennes, toujours, vous avez dit que vous pouviez faire campagne avec un néerlandais qui s'appelle Geert Wilders, du Parti de la Liberté. À Marseille, vous avez dit que vous ne vouliez discriminer personne, aucune religion en particulier. Lui, en revanche, avec le Coran, il est plutôt extrêmement dur. Il a comparé ce texte à Mein Kampf et il veut même l'interdire aux Pays-Bas. Il n'y a pas une énorme contradiction? Non, mais M. Geert Wilders ne se présente pas en France. Non, mais vous avez dit que vous feriez campagne avec
Non, je n'ai pas dit que je ferais campagne avec lui. Vous envisagiez de le faire. J'ai dit que je pense qu'il est utile que les partis patriotiques européens se réunissent dans ce qu'on appelle un parti politique européen. Ça existe, c'est le PPE pour la droite, c'est le PSE pour la gauche. Et nous avons un mouvement qui s'appelle l'Alliance européenne des libertés, dans lequel il y a des mouvements qui sont des mouvements très eurosceptiques et qui partagent... Est-ce que vous partagez ce qu'ils disent sur le Coran ? Non, mais je l'ai dit dans la même interview, vous ne pouvez pas l'ignorer. Dans la même interview que vous citez, j'ai dit nous avons une sensibilité différente sur ce sujet. Moi, je ne lutte pas contre une religion. Mais moi, je suis française. Et donc, je suis tout imprégnée de la laïcité à la française que ne connaissent pas du tout les Pays-Bas. Ça n'est pas dans leur culture, ça n'est pas dans leur culture politique. Et par conséquent, je n'essaye pas d'appliquer aux autres ma propre grille de lecture. Voilà. Mais il est sûr que M. Wilders est un anti-Union européenne comme nous, qu'il en dénonce les ravages sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la souveraineté, qu'il est opposé à une immigration massive et anarchique, qu'il est opposé à l'islam, oui. Et moi, je suis opposé au fondamentalisme islamique. Voilà, c'est une différence entre nous. Dernière question, Raphaël. Alors, est-ce que si vous êtes réélu, vous continuerez de rémunérer Louis Alliot comme assistant parlementaire, comme c'est le cas aujourd'hui ? Lui sera élu aussi, par conséquent, il ne sera plus, hélas, mon assistant parlementaire. Je vais avoir bien du mal à le remplacer, je ne vous cache pas. Merci. Raphaël Hermano. Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoint. Avant cela, Faustine Saint-Geniès explore la recomposition politique en cours autour des milieux populaires et des classes moyennes. Travail, production, lutte contre la précarité. Après l'insécurité, c'est l'insécurité économique qui est au cœur du discours frontiste. Et dimanche dernier, à Marseille, Marine Le Pen a réaffirmé ses solutions, comme le protectionnisme ou encore la sortie de l'euro. Si la tentation du Front National gagne certains sympathisants UMP, l'économie reste pourtant le point de divergence entre les deux électorats. Les deux électorats ne sont pas aujourd'hui en osmose complète, il n'y a pas de fusion totale. Il y a encore des différences assez marquées, notamment sur les questions économiques et sociales. On voit que l'électorat UMP demeure très préoccupé par la dégradation de la compétitivité de l'économie française, qu'il est très préoccupé par la question de la dette et des déficits publics, autant de préoccupations qui ne sont pas au cœur des attentes et des sujets d'intérêt de l'électorat du Front National. Pourtant, le discours de proximité du FN séduit de plus en plus parmi les milieux populaires et les classes moyennes, bien au-delà du champ traditionnel frontiste. Tout se passe en fait comme si, après avoir siphonné tout ce qui pouvait siphonner au sein de l'électorat UMP, eh bien Marine Le Pen comprenait qu'aujourd'hui, sa marge de progression se situait sur la gauche. Comme la déception est forte dans l'électorat de gauche, et en particulier l'électorat populaire, la déception de François Hollande, eh bien c'est un électorat qui devient captif pour le Front National. Les laissés-pour-compte des partis traditionnels se reportent ainsi vers le FN, le seul, selon eux, à prendre en compte leurs problèmes. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous pour poursuivre cette émission. Perrine, bonsoir. Vos questions à Marine Le Pen. Bonsoir Michel, bonsoir Marine Le Pen. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est la crédibilité économique. Non, mais je crois que nous sommes parfaitement crédibles sur le plan économique. Et un certain nombre, et un nombre de plus en plus important d'ailleurs, d'économistes rejoignent, ou défendent d'ailleurs, sans le rejoindre, mais défendent les positions qui sont celles du Front National. Voilà. Et beaucoup de Français se rendent compte que le modèle économique qu'on leur a vendu et qu'on leur a imposé est un modèle économique qui rend la France en faillite, en réalité, qui est en train de tuer notre modèle social, et que cette compétitivité dont on parlait tout à l'heure, plutôt que de la retrouver par l'intermédiaire de la monnaie, eh bien on est en train d'essayer de la retrouver par l'intermédiaire de la déflation salariale, de l'effondrement du système social par une politique d'austérité dont je considère que c'est une erreur majeure et presque même un crime social. Mais pendant longtemps, le FN a revendiqué le slogan de Reagan, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Est-ce que vous conservez cette référence? Mais à l'époque, l'État pouvait être un problème parce que la France était souveraine, qu'elle maîtrisait ses frontières, qu'elle n'était pas victime de la concurrence internationale déloyale. Aujourd'hui, le problème, c'est le mondialisme, c'est la concurrence internationale déloyale, c'est la libre concurrence, comme ils disent, hein, et qui est en train de ruiner notre agriculture. Regardez, le problème aujourd'hui, par exemple, c'est l'accord de libre-échange de l'UE avec les États-Unis, qui va être un véritable ravage pour l'agriculture et pour l'industrie française. Est-ce qu'à contrario, vous condamnez la société de consommation qui finalement pousse beaucoup de ménages vers
vers l'insolvabilité. Mais non, mais c'est pas le problème. C'est quoi votre modèle économique alors? Non, mais moi, je suis pour une économie libre. Les choses sont très claires. Je crois à la libre entreprise. Je crois d'ailleurs au génie français. Je crois à des frontières. Je crois aussi à un État stratège. Alors peut-être je suis au centre en quelque sorte, sur le plan économique. Je crois à un État stratège. Je pense qu'on ne peut pas laisser le marché tout faire. Je crois qu'il ne régule rien, qu'il tue par ses excès et par ses abus. Donc voilà, je pense que par exemple, l'État a quand même des moyens de pression sur Total, qui est en train de fermer l'usine de Carling en mettant à la porte 220 personnes, alors qu'ils ont fait 10 milliards de chiffre d'affaires en 2012. Voilà ce que je crois. Certains disent que vous dites finalement la même chose que Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu l'impression qu'on a à cet instant précis, si on accepte... Si on met de côté l'immigration. Oui, mais c'est d'abord, c'est comme vous dites, c'est de côté, c'est très lourd comme changement. Oui, parce que l'immigration, elle sert justement à soutenir la déflation salariale. Elle sert à peser à la baisse sur les salaires. Et puis Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas de protectionnisme à nos frontières. Or, les Français, ils veulent un protectionnisme à nos frontières. Ils veulent que on se lance dans la reconquête du marché intérieur et que on protège les productions françaises et donc les salariés français de la concurrence internationale déloyale. Il n'est pas sur cette ligne-là, monsieur Mélenchon, et c'est ce qui fait effectivement deux énormes différences entre nous. L'Assemblée nationale a adopté la loi du flou sur le logement qui instaure une garantie universelle sur les loyers impayés. Est-ce que c'est une bonne mesure selon vous pour protéger les propriétaires? Alors, je vous rappelle que c'était une mesure qui était dans mon programme présidentiel, sauf que à chaque fois que les socialistes se saisissent d'une bonne mesure, ils en font une machine à fabriquer les mégots, quoi. C'est-à-dire que ce truc-là, ça ne fonctionnera pas. Et c'est triste. Pourquoi? Parce que c'est technique, mais c'est mal fichu, voilà. Moi, je pensais qu'effectivement, mettre en place une garantie des loyers au même titre qu'une garantie automobile pouvait être une bonne idée. Mais à charge pour l'État... C'est une garantie contre les impayés. Oui, mais à charge pour l'État d'aller lui-même se donner les moyens de la puissance publique pour pouvoir récupérer les sommes qui ne sont pas versées. Ça avait un avantage, c'est que ça permettait aux propriétaires de continuer à investir dans la pierre, si vous voulez, sans avoir la crainte de l'impayé qui parfois est dramatique pour les personnes âgées, par exemple, ou pour les jeunes couples, et en même temps permettre aux Français de pouvoir accéder à une location sans qu'on leur demande la garantie de leurs parents, de leurs grands-parents, de gagner 4 ou 5 fois le montant de leur loyer. Vous le répétez plusieurs fois en ce moment et encore dans cette émission, on s'est professionnalisé. Est-ce que ça veut dire que vous ouvrez un droit d'inventaire sur les années Jean-Marie Le Pen? Non, ça veut dire que nous étions un parti jeune et que par conséquent, comme nous sommes maintenant en situation d'exercer le pouvoir, il pèse sur nous évidemment des responsabilités encore plus lourdes que quand nous étions un mouvement dont l'objectif était déjà de briser les tabous pour mettre au centre des débats des sujets qui étaient occultés par la vie politique française. Mais vous êtes tout à fait dans la continuité idéologique par rapport à votre père, donc. Oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je ne fais pas d'idéologie, monsieur. Moi, je fais du pragmatisme. Moi, je ne fais pas d'idéologie. Je ne suis pas là pour défendre une idéologie. Je suis là pour diagnostiquer les problèmes des Français et y apporter des réponses. C'est bien d'ailleurs pour ça que les partis traditionnels ne répondent plus aux préoccupations des Français, parce que eux, ils sont dans l'idéologie. Et même si la situation change, même si ils se rendent compte de l'échec des politiques qu'ils défendent, eh bien, comme ils sont, on hérite de valeurs, d'idées. Mais comme ils sont dans l'idéologie, ils ne tiennent pas compte de la réalité. Non, mais vous... Mais non, monsieur, c'est quoi Moi, je suis patriote, j'aime mon pays, je veux le défendre. Je pense que partout, en toutes circonstances, il faut penser à défendre l'intérêt de la France et des Français avant tout. Si pour vous, c'est une idéologie, écoutez, je vous laisse ça, mais c'est pas pour moi une idéologie. Alors, on va être pragmatique. Votre père raconte souvent que s'il avait accédé au pouvoir en 2002, on l'adore. Vous l'invitez, vous l'invitez pas, il est malheureux, il est triste. Il est triste. Bah oui, parce que vous ne parlez que de lui. Voilà, donc il a souvent raconté que s'il avait accédé au pouvoir en 2002, il n'aurait pas su qui nommer, notamment comme secrétaire général de l'Élysée. Ou comme Premier ministre. Vous nommeriez qui aujourd'hui? Je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Ah bon, pourquoi? Ah oui, parce que c'est complètement hors sujet. Ah bon, voilà. Pourquoi? Donc moi, je le dirai aux Français le qui jour... travaillerait avec Marine Le Pen? Mais vous le savez très bien. Vous en voyez quand même. Vous voyez des tas de gens de qualité autour de moi. Vous voyez des experts. Vous voyez des amiraux en ce qui concerne la défense. Vous voyez des géopoliticiens en ce qui
concerne la politique internationale. Vous voyez, il y a des économistes, vous voyez des gens, vous voulez peut-être pas les voir, mais croyez-moi, ils sont là et je les présenterai aux Français le moment venu. Et d'ailleurs, je les présente aux Français au fur et à mesure du temps qui nous sépare de la future élection présidentielle. Vous mettriez Jean Roucas à la culture? Je ne suis pas du tout sûre qu'il ait envie de ça. À Marseille, lors de votre discours dimanche dernier, vous avez dit « Les hommes politiques inspirent aujourd'hui le dégoût ». Vous êtes un peu dur vis-à-vis de vous-même? Non, je crois très honnêtement que ceux qui nous ont dirigés, et ça n'est pas mon cas, ceux qui nous ont dirigés inspirent le dégoût. Oui, les batailles d'ego, les batailles de personnes, les batailles d'ambition inspirent le dégoût aux Français. Je pense très honnêtement ne rien révéler en disant cela. Mais est-ce que vous pensez être plus aimé que les autres? Je pense qu'il faut une autre manière de faire de la politique. Je pense que tous ceux qui ont fait des promesses et les ont pas tenues dégoûtent les Français. Alors oui, évidemment, j'envisage de faire les choses autrement, voyez-vous, et de respecter le mandat pour lequel j'aurais été élu. C'est-à-dire appliquer les idées politiques pour lesquelles j'aurais été, et respecter les objectifs que j'aurais donnés aux Français. J'ai été élu pour faire ça, j'ai pas été élu pour faire l'inverse. Nicolas Sarkozy, il avait été élu pour réduire l'immigration, il l'a aggravé. François Hollande, il a été élu pour faire du social, il fait de l'ultralibéralisme et il fabrique des impôts tous les jours. Voilà, respecter juste ce pourquoi on a été élu. Ça paraît pas très compliqué. Donc la gauche et la droite divisent les Français et ce sont les extrêmes qui les rassemblent? Oui, je crois. Oui, d'abord, je refuse cette formulation d'extrême, car je ne vois pas ce qu'il y a d'extrême dans le projet pour la France que je présente. Je le trouve au contraire extrêmement raisonnable. Et effectivement, je pense que c'est le seul capable d'unir les Français dans un grand projet, dans un grand dessein, et d'arrêter de voir les Français en fonction de leur origine ou de leur religion pour des raisons clientélistes. Les Français sont des Français, ils sont Français avant d'être n'importe quoi d'autre, et l'objectif de l'État, c'est de leur apporter une égalité sans tenir compte justement de ces différences qui doivent, en tout cas dans le regard de l'État, être lissées. Deux questions pour finir. J'ai lu que vous vouliez supprimer le Sénat. Vous ne croyez pas au bicamérisme? Non, je n'y crois plus. J'ai vraiment le sentiment, parce que, si vous voulez, j'ai le sentiment que le Sénat est coûteux et somme toute, à part défendre ses propres intérêts, en refusant d'ailleurs de voter le non-cumul des mandats qui pourtant est réclamé par les Français, est une chambre de défense d'elle-même. Elle allonge considérablement les procédures et à mon avis, comme je l'ai dit, dans ces temps sur les projets de loi, non? Bah écoutez, non, je crois pas. Je pense que c'est pas obligatoire compte tenu de ce que j'en vois. Ça me paraît être un coût et un allongement des procédures relativement inutile. Marine Le Pen, est-ce que vous êtes pour la pénalisation des clients de prostituées? Il y a un rapport parlementaire qui le recommande cette semaine et une proposition de loi qui va être déposée au Parlement français. Je pense que... écoutez, c'est toujours le même problème, c'est le même problème que pour le cannabis, si vous voulez. Voilà. Soit on lutte contre le cannabis et à ce moment-là, il faut pénaliser les consommateurs. Si on veut lutter contre la prostitution, à ce moment-là, il faut lutter contre les consommateurs. Mais je ne crois pas que ce soit l'urgence. Voilà, je vous le dis très facilement. Je pense que l'urgence absolue, c'est de lutter contre les réseaux criminels qui se sont développés au bénéfice, il faut le dire, de l'ouverture des frontières. Parce que quand on n'a plus de frontières, on n'a plus de contrôle aux frontières. Et donc, ça a entraîné une explosion des réseaux mafieux et des réseaux criminels qui se sont installés sur notre territoire et contre lesquels, à mon avis, il n'y a pas de lutte sérieuse qui est menée. Pourquoi est-ce que les frontières ne seraient pas synonymes d'ouverture? Vous nous parlez toujours, vous attaquez toujours les frontières, mais on se dit, vous pouvez nous proposer peut-être un repli qui serait mortifère. Et pourquoi? On a toujours eu des frontières dans toute l'histoire de France et on n'a jamais été dans un repli mortifère. Les États-Unis ont des frontières, la Chine a des frontières, le Brésil a des frontières, tous les pays... Bien sûr, mais tous ces pays sont ouverts sur le plan économique. Oh, vous croyez ça? La Chine est ouverte sur le plan économique. Les États-Unis sont ouverts sur le plan économique. Oui, quand c'est leur intérêt. Heureusement que les frontières sont ouvertes en Europe pour nous offrir un débouché, Marine Le Pen, au sein de l'Europe, par exemple. C'est là que se passe l'essentiel de notre marché. Mais monsieur, je ne veux pas fermer les frontières, je veux les maîtriser. Et je veux décider éventuellement d'y apporter des restrictions lorsque c'est notre intérêt d'y apporter des restrictions. Si ce n'est pas notre intérêt, eh bien, à ce moment-là, on n'y apporte pas dans tel ou tel domaine de restrictions. On n'a pas parlé de politique internationale, Marine Le Pen. Vous avez dénoncé le belliciste François Hollande. Quel mot est-ce que vous utilisez, et ce sera la dernière question, pour Bachar el-Assad, dont le régime
porte bien la responsabilité de l'effroyable massacre chimique, comme l'ont montré les experts. Vous avez lu ça où? Oui, le rapport de l'ONU. Non, c'est faux. Si. Non, c'est faux. Dans le rapport de l'ONU, il n'y a pas de responsabilité qui soit pointée du doigt. Le responsable est clairement désigné. Non, c'est faux. Les roquettes sol-sol, seul le pouvoir mais c'est faux, c'est faux et vous le savez. Les stocks d'armes en question utilisés, seul le pouvoir. C'est faux, vous le savez. C'est faux et l'Allemagne le dit que c'est faux d'ailleurs. Ben, je ne dis pas la Russie parce que sinon on va me dire Poutine, etc. L'Allemagne a indiqué, a donné des éléments extrêmement précis et vous savez pertinemment qu'il y a des arsenaux chimiques. C'est Madame Carla Del Ponte d'ailleurs qui l'avait dénoncé, commissaire à l'ONU, qui sont tombés entre les mains, qui sont tombés. Pas de mots pour qualifier Bachar el-Assad entre les mains des rebelles. C'est pas ce que je dis. Je dis que je ne sais pas, en l'occurrence, qui est responsable de ce massacre chimique, même si je considère que les autres massacres sont tout aussi terribles. Car l'éventration par les fragments de bombes, je ne sais pas s'il faut faire une hiérarchie, en l'occurrence, dans l'horreur. Mais je considère qu'il y a comment dire, on a résolu, en tout cas semble-t-il, par la voie diplomatique, le problème de ces armes chimiques, et tout le monde s'en sent mieux, et ça n'est pas grâce à François Hollande. Contrairement à ce qu'il dit, puisque pour le chef de l'État français, la fermeté a payé. Merci Marine Le Pen. La semaine prochaine, Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, sera notre invitée. Bonsoir.